Et bonsoir tout le monde, bonsoir, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est parti pour une session de lecture. Alors là je tiens un livre, donc voilà. Boutefeu, Kenneth Godard. Boutefeu, Kenneth Godard. Alors je vais vous lire un passage, donc voilà. Alors c'est parti, on va vous lire un passage. Boutefeu, Kenneth Godard. Éjectés par la même arme, deux examens plus poussés étaient nécessaires pour que cette confirmation devienne une preuve irréfutable. Mais il impliquait un travail long et fastidieux, et Sheffield préférait les reporters au lendemain, lorsqu'il aurait les yeux moins fatigués et l'esprit plus clair. De toute manière, il avait un problème plus urgent à résoudre. Magnier, mélangé, avait déposé sur son bureau le paquet de planches de contact de photographie prises sur les lieux de la fusillade de Main Street. Utilisant un microscope à faible grossissement, Sheffield se mit à les examiner l'un après l'autre avec l'espoir de découvrir la troisième douille, celle qui avait tué Farber et mystérieusement disparu pour réapparaître, il en était maintenant presque certain, sur la table de son salon. Il avait fini d'étudier la cinquième planche et s'apprêtait à glisser la sixième sous le microscope lorsqu'un signal d'alarme retentit dans sa tête. Il scia, essayant de faire le point, quelque chose qu'il avait vu sans y prêter réellement attention, mais le souvenir lui échappait. Il reprit la planche, repassa les photos en partant de la dernière. Arrêté sur le cliché numéro 8, il régla son microscope, étudia minutieusement la scène et poussa son bureau. Mallinger avait photographié le trottoir avec un appareil à grand angle sur le côté gauche de la photo. On voyait à l'arrière de la fourgonnette du labo, Meiko avait un pied posé sur le pare-choc et prenait des notes sur un carnet. Elle portait un sac en bandoulière. C'était un sac en cuir. Il était donc impossible que la douille a été glissée par Meiko ou par quelqu'un d'autre dans le sac de toile qui se trouvait sur la table de son salon. Sheffield sentit la sueur perler sur son front. Une soudaine angoisse lui serrait les tempes. Si ne c'était pas Meiko qui avait ramené la douille, la seule autre hypothèse, maudissant sa stupidité, il bondit de son fauteuil et se rua sur le téléphone. La sonnerie tira Meiko d'une douce torpeur. Abandonnant à regret la tiédeur de son bain, elle s'enveloppa dans une serviette de toilette, gagna la chambre à coucher, s'assit sur le lit et décrocha l'appareil posé sur la table de chevet. « Brian, tu sais, tu m'as sorti. » Elle se fut brusquement réalisant que le souffle rauque qu'elle entendait n'était pas celui de Sheffield. « Allumez les lumières de votre patio. » La voix était moins profonde que celle de Brian, avec des interrogations aiguës, nettement déplaisantes qui exprimaient une indéfinissable menace. « Je vous demande pardon. Allumez les lumières de votre patio, répéta les voix sur le même ton. Qui êtes-vous? La voix ne répondit pas. Furieuse, Meiko faillit insulter l'inconnu, mais elle ne parvint à se contenir. Pourquoi devrais-je allumer? Vous posez trop de questions. Si vous êtes gentille, et si vous faites ce que je vous demande, je vous apporterai un autre rouleau de papier hygiénique rose, bien sûr. Une chape de plomb s'abattit sur les épaules de Meiko. En un éclair, elle revit le papier rose qui avait attiré son regard dans le cabinet de toilette. Elle se souvint également avoir acheté 4 rouleaux bleus pâles quelques jours auparavant. Elle en avait accroché un près du siège des toilettes et avait rangé les 3 autres dans un placard. Ce n'était donc pas Brian. La peur coula dans ses membres. L'inconnue avait raccroché à peine consciente de ce qu'elle faisait. Elle composa le numéro de laboratoire. La ligne était occupée. Et merde, hurla-t-elle en jetant le combiné sur le lit. Son premier réflexe fut de se vêtir, un sous-vêtement dans le tiroir de la commode. Elle enfilait sa robe de chambre lorsqu'elle pensa à la porte d'entrée, essayant de se souvenir si Brian avait ou non refermé le verrou de sûreté. Elle se mit à courir, s'arrêtant en haut des marches, se demandant si elle ne devait pas d'abord appeler la police, mais c'était stupide. Si l'inconnu franchissait la porte, même la voiture de patrouille la plus proche arriverait trop tard. Elle dévala les escaliers, oubliant sa demi-nudité, sa robe de chambre volant derrière elle.
Elle traversait le salon plongé dans l'obscurité. Lorsqu'elle entendit un bruit de pas à l'extérieur, sa bouche s'ouvrit, articulant un nom inaudible, puisqu'elle se rua sur la porte et poussa le verrou. Les pas s'arrêtèrent, Meiko recula, reprenant lentement son souffle et le contrôle de ses réflexes. Au-delà de la peur, son visage exprimait maintenant une farouche détermination. Elle traversa le salon sans allumer le plafonnier, en essayant de surveiller à la fois la porte d'entrée, les fenêtres et la porte vitrée, qui se trouvaient près de la cuisine. Se repérant uniquement à l'aide de ses mains, elle se glissa silencieusement le long de l'évier, atteignit le placard, ouvrit un tiroir. La main droite refermée sur un manche de bois, elle se redressa et un mince sourire sur les lèvres. La peur l'avait quittée, l'arme qu'elle tenait à la main lui avait rendu tout son sang-froid. Le couteau lui avait été offert par son grand-père, large de 4 centimètres à sa base. La lame effilée comme un rasoir était longue d'une trentaine de centimètres, courbée et pointue à son extrémité. Traditionnellement, un tel couteau est destiné à la découverte. Allez, salut les gens, voilà, on dit à bientôt, et c'était le fameux livre Kenneth Godard, Boutefeu. Allez, salut.